Murmure, une série de balados du Front des réalisateurs indépendants du Canada. À la rencontre des artistes francophones en situation minoritaire d'un océan à l'autre. Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de la série de balados Murmure, initiée par le Front des réalisateurs indépendants du Canada, le FRIC. Pourquoi ce nouveau rendez-vous ? Pour offrir une visibilité des artistes de la francophonie canadienne et de leurs œuvres, en un mot, découvrabilité. Aussi apporter des réflexions, débats d'idées, des échanges avec les partenaires culturels et de l'industrie audiovisuelle. Je m'appelle Sven Buridan, je suis gestionnaire de l'accélérateur TADA, une initiative de la Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF, qui vise à stimuler les partenariats artistiques et culturels entre le Québec et la francophonie en situation minoritaire. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de mentorat Plan Séquence, piloté par le FRIC avec son partenaire l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Pour résumer Plan Séquence, on va parler de 3 activités principales. Un programme de mentorat d'abord, à la carte, avec un jumelage entre une réalisatrice, un réalisateur du FRIC, et une professionnelle ou un professionnel québécois sélectionné par l'INIS. C'est aussi des événements de réseautage dans le cadre d'une résidence à Montréal lors des rendez-vous Québec Cinéma. D'ailleurs, cette semaine, ça a été les journées, le volet pro, donc on va pouvoir en parler avec nos invités. Et ensuite, une couverture médiatique par le Petit Septième que nous remercions pour sa collaboration à la production ici à Montréal de cet épisode du balado. Nous remercions également le gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien en matière de francophonie canadienne, le gouvernement du Canada et Téléfilm Canada pour leur appui financier. L'édition 2024 de Plan Séquence est la 8e et compte 6 participantes et participants. J'ai le plaisir de recevoir Katia Café-Fébricy, réalisatrice, scénariste, metteuse en scène et autrice trilingue basée à Toronto. Katia, bonjour. Bonjour Sven. Et Émilie Martel, réalisatrice, scénariste et fondatrice de la maison de production Canon Film à Ottawa. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes deux membres du FRIC et participantes au programme de mentorat Plan Séquence, et on va l'aborder plus précisément dans les minutes qui suivent. Nous recevons également Samuel Escobar, directeur de la formation professionnelle continue à l'INIS. À ce titre, vous êtes également responsable de la logistique des activités de l'INIS comme mutuelle de formation du secteur de l'audiovisuel. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, après cette longue mais nécessaire introduction, j'aimerais commencer un premier tour de table. Et Samuel, je vais commencer avec vous. J'aimerais qu'on revienne sur, qu'on fasse un retour sur l'historique de Plan Séquence. Pourquoi un tel programme a été mis en place? Et puis, quels sont déjà les succès les plus marquants? Depuis 1996, on a la mission de former des créateurs émergents à l'aide de partenaires de l'industrie. Puis, on a toujours prétendu à l'INIS de vouloir pas seulement être une école montréalaise. Vraiment, on veut beaucoup donner des formations en région, mais aussi pouvoir donner des formations à l'extérieur du Québec. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir soutenir certaines initiatives qui viennent d'organismes en dehors du Québec. Donc, c'est la 8e année qu'on travaille avec le FRIC. Puis pour nous, parce qu'on vit quand même la même réalité. Hein? On est en Amérique du Nord, on est dans une situation minoritaire. Puis pour nous, c'était vraiment important de pouvoir soutenir les créateurs et les créatrices qui sont à l'extérieur du Québec. Donc, juste pour... je fais mes devoirs, juste vous dire que puis vous allez sûrement être impressionnés. Nous, on collabore avec le FRIC depuis 2016, mais depuis 2016, on a quand même soutenu 29 participants et participantes. Mais en fait, c'est 40 mandats parce qu'on a quand même des créateurs et des créatrices qui sont revenus. Et juste vous dire que dans ces 40 mandats, on a eu 50 documentaires, 35 en fiction. Puis depuis ces 8 ans, on a quand même engagé 45 mentors. Et puis, juste vous dire que l'INIS, notre ADN, c'est toujours travailler avec des gens de l'industrie. On n'a pas nécessairement des formateurs qui ont un bureau à l'INIS.
on travaille vraiment avec des professionnels actifs. Les objectifs de ce projet-là, juste de le dire rapidement, c'est que nous, on veut vraiment que ce programme-là, ça soit un lieu d'échange où on a un tuteur qui vous est assigné et que vous puissiez échanger. On ne veut pas une relation de maître à élève. On veut placer vraiment cette relation-là parce que le tuteur va apprendre aussi de vos projets. Donc ça, c'est très important. Puis on est conscient que les créateurs, les créatrices sont dans un milieu qui est fragilisé. Et l'idée, c'est de pouvoir donner le maximum parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui se perdent. Est-ce qu'il y a un parcours d'un artiste ou d'une artiste de la francophonie en situation minoritaire qui, grâce à ce programme-là, a vraiment, on a senti un élan L'exemple que j'ai, c'est Jocelyn Fogg, qui a suivi un mentorat avec Véronique Marino. C'était surtout au niveau du marketing interactif et tout ça, pour son film Noël en boîte qui est sorti dernièrement. Cette fois-ci, je me tourne vers Katia. Vous avez un projet de long métrage de fiction qui s'appelle La Mule. J'aimerais que vous me parliez de où vous êtes rendu aujourd'hui avec ce projet-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez senti le besoin d'un accompagnement, d'un mentorat et puis, quels sont les objectifs de votre projet et les attentes que vous avez par rapport à Plan Séquence? D'accord. Donc, La Mule, c'est un projet de fiction, un long métrage de fiction que j'ai commencé à écrire il y a plus d'une dizaine d'années et que j'ai décidé de reprendre tout récemment. Et justement, l'une des motivations, c'était de pouvoir participer au Plan Séquence parce que, étant francophone en Ontario, c'est pas toujours évident. On a un bassin assez limité de savoir vers qui se tourner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis membre du FRIC. J'avais envie de pouvoir mener ce projet à terme, de pouvoir bénéficier d'un encadrement, d'un accompagnement professionnel. Et l'idée de travailler avec un mentor issu de l'INIS, dont la réputation n'est plus à faire, vraiment me motivait, m'enchantait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec La Mule ? À terme, j'aimerais pouvoir produire ce récit. Et puis, j'avoue quand même que j'ai reçu le soutien de Téléfilm Canada pour pouvoir procéder à cette première étape de développement. Donc, c'est très, très motivant, sachant que le film de genre n'est pas spécialement, j'ai envie de dire, pas spécialement reconnu, mais pas spécialement un domaine vers lequel se tournent les femmes. Film de genre... Un film d'action. Okay. Un thriller. Un thriller. Okay. Tout à fait. Donc, parce que c'est vrai que étant francophone hors Québec, le plus souvent, les financements auxquels on a accès sont des financements des conseils des arts, qui sont très très bien, mais pas forcément adaptés aux films de genre, aux films d'action, aux films un peu plus commerciaux, qui nous permettraient d'avoir une visibilité. Donc, le fait de travailler avec l'INI, c'est vrai que le cinéma québécois a une identité forte. Et alors, soit je travaille en anglais, mais si j'ai envie de continuer à travailler dans ma langue maternelle, je ne peux me tourner que vers le Québec parce que le bassin ou l'écosystème cinématographique en Ontario français est ultra limité. Ouais. Puis, est-ce que vous avez déjà eu un premier contact avec votre mentor ? Tout à fait. J'ai eu un premier contact avec mon mentor. En fait, j'ai eu 2 contacts, on va dire. On s'est rencontrés virtuellement au départ parce que distance oblige. Et puis, le courant est passé très, très bien, et tout de suite. Et on a eu le plaisir de se rencontrer durant ma venue à Montréal, où on a passé 1h30 ensemble, d'ailleurs hier. Et là, on a parlé de manière informelle, mais on est quand même tout de suite rentré dans le récit. On a beaucoup de choses
qui nous lie de par notre petit penchant pour ce monde un peu... On dit le monde interlope, c'est ça, C'est ça. on ose le dire. On ose le dire. Et puis, je suis vraiment ravie parce que, encore une fois, j'ai été jumelée avec un mentor qui, en plus de ses compétences scénaristiques, connaît le sujet sur lequel je veux travailler. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est... Ouais, ça rend le travail plus facile. Ça rend le travail premier contact plus facile. Ça rend le travail plus simple. Qui est votre mentor? Monsieur Mario Bolduc. Ok. Excellent. Oui. Et j'avoue que ce premier contact, alors c'est pas juste d'avoir un premier contact, mais c'est de travailler avec un mentor qui n'est pas dans le jugement, dans le jugement de ce que j'ai envie de créer. Et ça, c'est super important. J'ai fait beaucoup de mentorat, et là, de savoir qu'on a cet attrait commun, et là, de savoir qu'on a cet attrait commun, c'est très important pour moi en tant que scénariste. Quand on écrit notamment, c'est important de savoir qu'un accompagnement, c'est nécessaire. Parce que oui, c'est un travail solitaire, on est devant son ordi, on est avec ses pensées, ses personnages. Moi, je parle de mes personnages comme si c'était mes amis, je les connais. Dans mon entourage, tout le monde connaît mes personnages. Mais de travailler avec quelqu'un qui, en tout cas pour moi, qui m'apporte la structure, parce que j'écris de manière littéraire depuis très longtemps, mais avoir ces structures dont j'ai besoin, je pense que je l'ai trouvé avec Mario, sachant que j'ai déjà mes premiers devoirs, on n'a pas encore commencé, mais j'ai déjà mes devoirs. Et durant nos discussions, hier, tout de suite, il y avait des questions que je me posais depuis très longtemps, que j'ai réussi à résoudre. En une discussion. Discussion. Excellent. Excellent. Si je peux me permettre. Bien sûr. Mais en fait, c'est un peu le mandat qu'on donne à nos tuteurs. Parce que souvent, comme tu disais, quand on crée, on est souvent tout seul. Puis parfois, on a, on va dire, l'arbre en plein face, mais tu ne vois pas la forêt. Donc, l'idée d'amener un mentor dans les projets, c'est de pouvoir te donner des outils pour que tu puisses faire 2 ou 3 pas de recul pour pouvoir mieux voir ton projet. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est quelque chose que si j'avais le choix de parler pour comment on sélectionne les tuteurs, c'est justement, c'est le jugement, de ne pas avoir de jugement. Puis un autre truc qu'on ne veut pas non plus, que le tuteur fasse le travail à la place du créateur ou de la créatrice, parce que souvent, on veut laisser cet espace-là parce que vous avez des idées, vous avez des choses à apporter, puis essayer de juste te donner comme on ferait avec quelqu'un, on te dit fais attention à ce piège-là, fais attention à ce piège-là. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment un lieu d'échange. Mais c'est vrai que d'avoir un mentor, en tout cas, ça donne confiance. Parce qu'on se dit, il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir un regard objectif sur ce que je fais. Alors bien sûr, il y a des critiques constructives à donner, je suis prête à les recevoir, mais de se dire, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à mon travail, oh my God, ça c'est vraiment super. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie de faire partie du plan séquence. Puis là, ça démarre là. Là, il y a eu les journées pro, mais là, vous êtes au début du mentorat. Là, c'est vraiment le début de ce travail de collaboration. Oui. Excellent. Émilie, là, vous êtes comme juste à l'étape d'avant, si j'ai bien compris. Donc, votre projet, auteur, donc auteur avec un H, une série de fiction TV. Oui, c'est ça. Là, vous êtes, vous, plus dans le mentorat de réalisation, non pas un mentorat de scénarisation, si j'ai bien compris. Mais là, on en est encore à l'étape du match avec un mentor qui n'est pas encore fait. Je trouve ça intéressant aussi, cette étape-là, c'est-à-dire que votre projet est pensé, écrit, préparé, prêt à être discuté, prêt à être accompagné. Plus ou moins. On est encore... Fait qu'en fait, peut-être que je peux sauter pour... fait qu'auteur, en fait, c'est à propos d'une jeune Wendat qui est forcée par sa mère de... Elle ne veut pas partir. En fait, elle habite à Wendake, dans la réserve proche de Québec. Et en fait, elle est forcée par sa mère de déménager à Ottawa. Elle vient juste de recevoir sa mère vient juste de recevoir une nouvelle job. Et en fait, Annick, c'est son nom, elle doit trouver une façon de
à sa nouvelle réalité. Alors, elle va chercher à découvrir l'escalade. Puis l'escalade, c'est un peu la façon qu'elle décide qu'elle vit un peu son adolescence. Fait qu'elle rencontre des nouvelles personnes. Puis elle visite aussi beaucoup le centre culturel autochtone pour une façon de comment garder sa culture, mais dans un milieu urbain. Fait que ça, c'est un peu le concept de la série télé. Puis c'est une série de 13 épisodes, 23 minutes. OK, c'est déjà calé un peu, là? Oui et non, on est encore, en fait, en développement. Fait qu'on vient juste de finir, en fait, la Bible. On a le pilote d'écrit, mais je travaille déjà, en fait, avec le Québec, en collaboration avec le Québec. Alors, ça va être une coproduction autochtone québécoise et ontarienne. Et en fait que c'est ça, j'étais déjà en fait, j'ai une bonne conseillère à la scénarisation, elle est superbe. On est déjà dans ce travail-là. Fait que c'est pour ça que... Mais en fait, je cherchais... Fait qu'en anglais, en fait, en Ontario, il y a beaucoup de mentorats qui sont disponibles pour les réalisateurs ou réalisatrices d'aller faire du shadowing sur les plateaux de tournage avec le DGC, puis justement d'apprendre et de voir comment ça fonctionne avec d'autres réalisateurs. Fait qu'en fait, moi, j'ai déjà fait une co-réalisation sur une série de fiction pour TFO. Mais en fait, je trouve que là, j'ai cette expérience-là, mais j'aimerais savoir aussi comment fonctionne ou comment travaillent d'autres réalisateurs ou comment que ça peut fonctionner sur d'autres plateaux de tournage. Et c'est sûr que le shadowing aussi avec le DGC, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais aussi, il n'y a pas beaucoup, en fait, de programmes comme tel en français pour que les réalisateurs, réalisatrices voient comment que d'autres plateaux de tournage en français se passent au Québec, par exemple, ou dans d'autres endroits au Canada. Vous dites il n'y a pas beaucoup de programmes. Est-ce qu'il y en a, en fait? Bien, en fait, c'est ça qu'on est en train de créer. C'est ça, oui. Avec le plan séquence. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment... Fait que c'est un peu spécial. Comme ça, c'est pas ma première fois que je fais le plan séquence. Je l'ai déjà fait dans le passé. Mais c'était aussi beaucoup plus pour la scénarisation. Puis, en fait, c'est pas la première fois que je demande de faire du shadowing. Mais dans le passé, on avait la COVID. On pouvait pas. Les plateaux de tournage étaient fermés. Fait qu'il y avait tout cet enjeu-là. Mais là, maintenant que les plateaux, c'est plus des plateaux fermés. On peut... J'ai proposé, en fait, de faire du shadowing, puis de suivre des réals, ou un ou une réal, sur un plateau de tournage pour voir justement... Parce que le Québec, l'affaire aussi avec le... Tu sais, on est situé en Ontario. C'est sûr que si je vais faire du shadowing sur un plateau de tournage en anglais, c'est beaucoup plus structuré. Les budgets financiers, c'est pas la même chose qu'en français. Fait que je peux pas arriver puis comme... Je veux dire, OK, ça, c'est beau en anglais, mais en français, je peux pas nécessairement le reproduire. Tu peux pas appliquer... Vous pouvez pas appliquer la recette. Exact. Ça marche comment, cette mécanique de sélection de projets, de sélection d'artistes de la francophonie en situation minoritaire qu'on va jumeler avec des artistes québécois? J'aimerais, Samuel, que vous nous parliez un peu de cette mécanique de « OK, on a un bassin d'artistes québécois disponibles pour faire du mentorat. » Bon, après, là, évidemment, avec les échéanciers de tournage ou d'écriture. Comment on arrive à créer cette synergie? Parce que là, il y a 6 participants pour la 8e édition et participantes. Donc, comment on mécanise ça? Mais au niveau de l'INIS, habituellement, à chaque fois que ce soit un projet, que ce soit un projet de formation, que ce soit un projet de mentorat, on fait une analyse de besoin. Donc, par exemple, on reçoit les dossiers, on les lit, on les analyse, puis la première chose qu'on se demande, on ne se demande pas en premier, est-ce que cette personne-là, c'est un professionnel populaire? La première chose, c'est est-ce que la personne, puis tu l'as dit tantôt, on a essayé avec Mario Bolduc d'avoir quelqu'un qui connaît un peu qu'est-ce que tu veux démontrer. Donc, ça prend vraiment quelqu'un, par exemple, si quelqu'un nous soumet comme un film de genre, c'est sûr qu'on va aller chercher un tuteur qui a déjà fait. Si c'est quelque chose par rapport à la jeunesse, on va aller chercher quelqu'un qui a déjà écrit en jeunesse.
L'autre truc qu'on va voir, c'est que nous, on est assez strict au niveau du choix du tuteur. Qu'est-ce qu'on veut chez un tuteur? Je l'ai dit tantôt. On veut quelqu'un qui est généreux de vouloir transmettre son savoir. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, comme je disais, on demande au tuteur ou à la tutrice pas de jugement, de faire preuve d'ouverture, mais c'est surtout de pouvoir s'entendre avec le professionnel, qu'on va dire encadrer en guillemets, en ajoutant des guillemets, mais au niveau de la méthodologie, dans le sens, comment tu veux combien de fois on va se rencontrer? Comment tu veux que je te donne mes commentaires? Est-ce que tu souhaites que je te les donne au niveau par téléphone? Est-ce que tu veux que je te les envoie écrits? Parce que tu es un créateur, puis on essaie de s'adapter. On ne veut pas que le tuteur ou la tutrice vienne avec sa méthodologie puis dise « Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je te donne mes commentaires à chaque semaine. » Mais disons que toi, tu veux des commentaires à chaque 3 semaines parce que tu as, par exemple, tu as un autre travail, tu as des enfants, puis tu ne peux pas écrire. Donc, on essaie de s'adapter de ce côté-là aussi. Ouais, absolument. Si on recule un peu au-delà du projet Plan Séquence, je voudrais voir avec vous, Émilie et Katia, un peu qu'on parle de vos parcours, c'est-à-dire avant d'arriver à la réalisation. J'ai ouï dire que c'est ça, vous avez des parcours assez étonnants, riches, variés. Vous n'êtes pas sortie d'une école de cinéma pour être réalisatrice. De toute façon, des écoles de cinéma en langue française dans la francophonie en situation minoritaire, ça n'existe pas. D'où le projet Plan Séquence pour la formation continue et du développement professionnel. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation? Puis aussi, c'est quoi être artiste en franco-ontarienne? C'est quoi la réalité de la production et diffusion audiovisuelle au Canada, du côté franco? Et vous l'aviez évoqué un petit peu, vous êtes beaucoup amené à travailler avec les anglos, évidemment, mais comment on fait à un moment donné pour défendre sa spécificité, sa culture et sa langue, et de vouloir continuer dans ce réseau-là qui est fragile, qui est un tissu serré? Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Excuse-moi, vas-y. Non, une grande question, c'est ça que je voulais dire. Vas-y. C'est pas qu'on défend nos spécificités, c'est que c'est la toute première chose que je voudrais dire, c'est que quand on est en Ontario, d'office, on est rejeté de tous bords. Mm-hmm. On n'a pas le choix que de s'affirmer dans notre spécificité, parce que étant dans un milieu anglophone, on dit « Ah, mais pourquoi tu crées pas en français ?» quand on veut créer en français, t'habites pas au Québec. Ouais. Ah, et donc, il reste quoi? La francophonie canadienne, elle est minuscule. Ouais. Oui. On se connaît tous, on travaille tous ensemble. Enfin, on travaille pas tous ensemble, mais on se connaît tous. On s'est tous rencontrés à un moment ou un autre. Et de pouvoir faire le choix d'écrire en français, de travailler en français, de réaliser en français, il nous reste quoi? Il nous reste le Conseil des arts, où on fait des projets indépendants, donc on reste ad vitam aeternam indépendant. Mm-hmm. Travailler à la télé, quand on sort de TFO, d'UniTV, et puis après c'est Radio-Canada, c'est tout petit. Voilà, je voulais juste dire ça en préambule avant de répondre aux questions. Non, mais c'est ça que je voulais amener sur la table, justement, bien sûr. Émilie, même constat? Alors, veux-tu commencer avec ton parcours, peut-être? Commençons par ça. Puis après ça, allons... mon parcours, moi, je vais résumer. Tout ce que je fais, je le fais par rapport à l'écriture. J'écris depuis toujours, c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. J'écris depuis toujours, j'ai eu plusieurs carrières, je me suis réinventée, je suis un peu comme un chat. Et donc, je suis arrivée au cinéma par l'écriture, parce que j'ai justement remporté un concours d'écriture de scénario documentaire à l'ONF il y a quelques années. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que j'aime ça, le cinéma? Est-ce que je vais continuer? Donc, je ne pouvais pas me former au Canada, parce qu'à part le Canadian Film Center, ou alors partir au Québec... il n'y a rien. Voilà, j'ai été en France, okay, d'où je suis originaire.
Et je suis revenue avec un master. Et là, je me suis dit, bon, je vais en faire un deuxième, puis un troisième. Et puis, tout de suite, je suis devenue membre de la DGC, la Directors Guild of Canada, la guilde des réalisateurs et réalisatrices du Canada. Et là, la première question que j'ai posée, avant même de devenir membre, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir une carrière de cinéaste? Ça veut dire quoi? Et là, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu as envie vraiment de devenir cinéaste, d'être une cinéaste? Je dis oui. On dit il faut que tu investisses dans ta carrière, fais le maximum de projets. Un coiffeur coiffe. Donc, un réalisateur, ça réalise. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer contrainte et forcée de devenir productrice. Je suis rentrée dans le circuit des conseils des arts et j'ai commencé à faire de l'autoproduction. J'aime pas ça, j'en ai pas envie, mais je suis obligée parce que... Artiste entrepreneur, parce que tu n'as pas le choix. Pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Parce que je n'ai pas le choix, parce que... donc là, tous les jours, je dois apprendre, je fais des demandes, je passe un temps fou à faire des demandes. On a besoin de plein de choses et puis on doit... Alors en plus, on a des contraintes. C'est que comme on est en Ontario, on nous demande de travailler avec des collaborateurs francophones basés en Ontario. C'est hyper compliqué. Mais bon, la vie est belle. Je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'adore. Donc, je me plains pas à ce niveau-là. Bien dit. OK, Émilie? alors, je ne sais pas comment loin qu'on va avec comment qu'on est devenu, comment qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Mais en fait que moi, j'étudie en fait le théâtre. Alors, j'ai étudié depuis que je suis tout jeune. Tout que je voulais faire, en fait, c'est d'être actrice. Et en fait, même dans ce temps, en fait, les gens me disaient toujours, en fait, tu vas jamais travailler parce qu'en anglais, tu as un accent francophone, puis quand tu parles en français, tu n'as pas l'accent québécois. Puis quand j'allais à des auditions, les gens ils disaient toujours, excusez-moi, mais c'est quoi ta première langue? J'ai dit le français. Mais non, ça peut pas être le français. J'ai dit, oui, mais ta mère, ton père, ils parlent quoi? Français. Puis après ça, non, mais ça se peut pas, tu as un accent. Puis c'est toujours, puis ça, c'était pour quand que je faisais des auditions pour, en fait, des productions québécoises. Et alors, j'ai décidé, en fait, fallait que je choisisse est-ce que je veux aller étudier en français au Québec ou est-ce que je veux vraiment aller percer en anglais? Fait que j'ai décidé, en fait, de déménager à New York pour essayer, justement, d'aller dans un milieu anglophone puis essayer d'enlever mon accent francophone. Ça, c'était toujours, en fait, le but qui est un peu triste. Oui. Mais c'est pas mal ça. C'est sûr aussi que j'étais plus jeune, je voulais l'aventure, je voulais déménager, il y avait tout aussi l'aspect-là. Mais, justement, fait que j'ai étudié le théâtre à New York. Et en fait, c'était tellement intense, j'ai eu un petit burn-out que je voulais plus rien savoir du théâtre. Puis je me suis aussi rendu compte, ça c'était dans le temps qu'on commençait à évaluer un peu l'équité entre les femmes et les hommes dans le niveau cinéma. Puis après ça, il y avait des numéros qui sortaient. En fait, il y a plus d'actrices, mais en fait, il y a juste 30% des rôles, c'est pour des femmes. Versus le reste, c'est pour des hommes. Puis c'est pourquoi qu'il y a ce problème-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices. Je veux dire, encore, c'est terrible aujourd'hui, les statistiques, mais c'est encore plus pire dans ce temps. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un problème en arrière de la caméra. Puis aussi, écrire, c'était une forme de thérapie pour moi. Fait que j'ai commencé aussi à écrire, puis là, j'ai commencé aussi... Puis ça me surprend à cause qu'en fait, en école secondaire, je me suis toujours fait, comme l'écriture, c'était l'affaire que j'étais la pire à faire. C'était vraiment les langues et tout, le français, l'anglais, c'était horrible. Puis là, c'est vraiment comme j'ai trouvé un amour, en fait, pour écrire des scénarios. Puis je me suis rendu compte, pour moi, c'est comme le littéraire. C'est vraiment pas qu'écrire un livre, non. Comme je vois des dialogues, je vois... la simplicité, en fait, d'écrire des scénarios. C'est sûr qu'il y a la complexité en arrière de ça, mais c'est comme un art que, en fait, j'ai trouvé un peu un amour pour ça. Puis après ça, en fait, pour les femmes, de travailler dans un niveau, de tomber dans la fiction tout de suite, avoir une équipe, de convaincre, même si tu fais comme un low budget ou pas d'argent, de convaincre les gens de faire la caméra, de faire ci, de faire ça, c'est quasiment impossible. Mais qu'est-ce qui est facile, c'est d'avoir... J'ai sauvé mon argent, je me suis acheté une caméra, puis j'ai commencé à faire du documentaire. Ouais.
Fait que j'ai commencé à faire, puis je me suis tout enseignée par YouTube. Auto-formation. Auto-formation. Okay. Wow. J'ai commencé à regarder beaucoup de tutoriels. Puis aussi, j'ai eu vraiment... Puis après ça, je me suis tombée un peu dans le côté journalistique. En fait, j'ai commencé... C'est ça. J'ai eu vraiment des bons mentors aussi en documentaire, mais j'étais un one-person band. Alors, je faisais le son, la cam... c'est ça. Puis j'ai commencé avec des petites caméras, des DSLR. Après ça, j'ai été avec des FS7, des FX9. Puis c'est moi qui filmais tout. Et là, j'ai vu aussi qu'au Canada, il y a quand même un support, en fait, surtout les francophones hors Québec. Il y a les difficultés d'être francophone hors Québec, mais aussi, on n'est quand même pas beaucoup. Puis les chances de faire certains projets, il y a quand même une boîte de faire... Il y a des projets qu'on ne peut pas faire. Une niche, même. Comme, par exemple, des projets genrés d'action et tout, non. Mais la jeunesse, on est quand même très fort à faire de la télé-jeunesse avec TFO, qui nous appuie quand même beaucoup. Fait que c'est un peu là-dedans que je me suis lancée, en fait. Je voudrais juste ajouter par rapport au fait qu'on a des opportunités, mais... Souvent, les cinéastes francophones hors Québec se perdent dans ce tourbillon de développement. Ah, ça aussi. On est en développement ad vitam aeternam et le passage en production, c'est l'événement exceptionnel qui arrive chez les franco-ontariens ou chez les francophones hors Québec rarement. Si on regarde les quotas par rapport aux anglophones. Et donc, du coup, c'est impossible de vivre... Moi, je ne vis pas simplement du cinéma, mais également de la télé et du théâtre. Parce que sinon, j'ai besoin de créer. Donc, partout où je peux, je crée. Donc, c'est vrai que je travaille avec des boîtes de production franco-ontariennes et je produis du contenu en français, c'est vrai. Et... Mais j'aimerais dans une démarche où je crée une série, où je fais ceci, où je fais cela, comme tout le monde. Sauf qu'en tant que francophone hors Québec, ce que disait Émilie, avoir une équipe, c'est super dur. Parce que si les personnes qui sont bonnes, par exemple les DOP, etc., qui sont bonnes au Québec, ça veut dire que tout de suite, il faut qu'on les fasse voyager. Donc on a des frais supplémentaires. Je dis pas qu'ils sont pas bons, les gens qui sont francophones en Ontario, mais si j'ai une certaine sensibilité par rapport à un directeur photo en particulier ou un monteur en particulier, ces personnes-là ne sont pas à Toronto, près de chez moi. Je suis en train de travailler sur un long-métrage documentaire en ce moment, avec l'ONF, et depuis 6 mois, on cherche un monteur, on cherche un DOP avec qui je pourrais travailler et pas seulement via Zoom. Oui, non, c'est ça. Le bassin est très, très, très restreint. Puis en fait, ça, ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup d'auto-apprentissage, de l'autoproduction, tout faire soi-même, parce que c'est presque punk, do it yourself. Là. Yes. Mais ça, c'est l'autre affaire. Comme j'aimerais ça juste être réalisatrice, scénariste, puis mais il y a toujours aussi on n'a pas accès, par exemple, pour faire, comme ici à Rendez-vous Québec, en fait, j'ai été demandée à une productrice, j'ai dit, en fait, vous faites beaucoup de courts-métrages. Les courts-métrages, c'est vraiment une bonne façon, en fait, d'aller dans des gros festivals, les Oscars et tout, comme que beaucoup des mentorats qu'on a accès. Mais on n'a pas, en fait, puis j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est quoi votre budget plus ou moins, je sais que ça change, pour un court-métrage? Ils ont dit 250 000. Puis j'ai dit, on n'a pas accès à ça. On n'a pas, nous, on a le Conseil des arts. Pour exceptionnellement, on peut aller chercher jusqu'à 100 000. On a le Conseil des arts de l'Ontario, 40 000. Puis ça, c'était un budget gros maximum si les Conseils des arts te donnent tout l'argent que tu demandes, que c'est très rarement le cas. On a juste 140 000 gros maximum. Alors, produire des courts-métrages pour faire des fictions,
c'est très difficile. Mais pas n'importe quel type de court-métrage. Tu peux pas faire... si tu fais de l'horreur, ça va. Si tu fais du drame traumatisant, ça va. Si tu veux faire autre chose, tu seras pas financé. Et ça, c'est... Ouais, ça peut pas être de la comédie. Voilà, si c'est de la comédie... Ça, oublie non. ça. Il faut voilà, c'est ça. C'est que nous, en tant qu'artistes francophones dans une situation minoritaire, on s'attend à ce qu'on parle de choses qui fassent écho avec les situations minoritaires. Ouais, c'est du folklore, là. Mais c'est beaucoup de ça. Donc, si moi, je veux parler d'autre chose, c'est comme si je n'avais pas le droit. Parce que, bon, là, en l'occurrence, j'ai un film que j'ai fait en anglais. Mais j'ai parlé à des distributeurs qui m'ont dit, mais t'es francophone. Pourquoi toi tu fais un film en anglais? Ouais, moi je le cache en fait des fois. Ou que c'est pas, je veux dire, je peux pas le cacher à cause de mon CV, c'est tout en français, mais comme moi aussi j'essaie de faire un film en anglais aussi parce que c'est ça, en tout cas, on peut couper le ça. milieu audiovisuel francophone est comme, donc c'est pas minoritaire, c'est minuscule pour reprendre votre terme, Katia. Et puis en même temps, c'est-à-dire que même le milieu audiovisuel anglo, la porte n'est pas forcément grande ouverte. Se demander, en fait, mais il qu'est-ce prend que pas vous faites là? nos productions sérieusement des fois. Ouais. Comme il y a un peu de, il y a un peu de ça. Mais en fait, l'autre problématique, ou quand on veut faire, par exemple, des longs métrages ou quelque chose un peu plus poussé, puis en fait, qu'est-ce qu'on a accès, pour moi, dans ma carrière, c'était vraiment de la jeunesse ou faire de la télé, qui est plus commercial pour un public de télé, jeunesse. Puis quand on applique, mettons, un téléfilm ou d'autres fonds pour faire plus quelque chose d'artistique, cinéma, ben là, on se fait dire, en fait, je sais pas si ton documentaire, tu vas être capable à cause que t'es très télé. Comme tous tes trucs sont très télé. Ou, puis j'ai même eu ce commentaire cette semaine, en fait, on voit pas que c'était comme, tu sais, en fait, c'est ça, t'es-tu capable vraiment, la question c'est toujours, est-ce que tu es vraiment capable de faire un long métrage, soit documentaire ou de fiction, parce que ton background, c'est vraiment en télé. Mais c'est juste ça qu'on a accès. J'ai envie d'être réalisatrice. Donc, si je veux réaliser, je fais ce à quoi j'ai accès. Donc, une petite caméra. On fait des projets à très petit budget qui n'ont aucune chance de briller quand on est face à un projet qui a 250 000 pour faire 5 minutes. Ça me ramène un peu... je dirais sur le rôle du Québec comme une locomotive. Est-ce que le fait que aussi, Samuel, c'est ce que vous me disiez en préparant ce balado, c'est qu'il y a les réalités de la francophonie en situation minoritaire, puis là, Émilie et Katia, vous avez exposé comme une partie des difficultés et en même temps de la spécificité. Et puis en même temps, mais le Québec, en Amérique du Nord, est aussi une minorité, donc doit se structurer, doit valoriser son cinéma. Puis on a quand même senti au tournant des années 2000, où là, tout d'un coup, on a une vague de nouveaux réalisateurs, nouvelles réalisatrices. On a beaucoup de productions, long métrage, fiction, court métrage. Il y en a énormément qui ont circulé aussi. Donc là, tout d'un coup, c'est tout le métier qui se structure. Et donc, tout d'un coup, c'est un peu la perception que j'en ai, puis j'aimerais la valider avec vous dans la discussion, c'est est-ce que le Québec, depuis une vingtaine d'années, du fait d'avoir renforcé son cinéma déjà sur son propre territoire et d'avoir été amené à briller à l'international, est-ce que ça a un mouvement un peu de happer, de venir attirer des collaborations avec les francophonies en situation minoritaire, donc comme le programme Plan Séquence? Est-ce que je rêve un peu en couleur? Est-ce que c'est un discours de licorne? Le Québec aussi est dans une situation minoritaire. Peut-être mais on a la chance qu'on est protégé par la province, parce qu'on est en majorité dans notre province, mais on est dans une situation où on est entouré d'anglophones à travers le continent. Donc, depuis l'histoire, je pense que cette situation a fait qu'on aime notre culture, on veut la partager, on veut montrer au monde, pas seulement au Canada, au monde, on veut montrer que c'est quoi notre spécificité. Donc ça, je pense que c'est un gros moteur. Ça, c'est la première chose. Puis je pense que
dans les francophones hors Québec, il y a cette motivation aussi. C'est de vouloir dire, moi, j'ai envie de raconter mon histoire. Voici ce que je suis et j'ai besoin de raconter ça. La différence avec l'Ontario, par exemple, comme tu disais tantôt, Katia, mais c'est qu'au Québec, on a instauré certaines choses, comme par exemple la SODEC. La SODEC, et la SODEC a un programme de talent émergent. Il y a Téléfilm aussi, parce qu'on peut aller chercher. Donc, il y a eu des institutions qui ont été créées, qui ont permis de pouvoir aller chercher ce talent-là. Je peux aussi parler de l'ONF. Parce que si vous voyez l'histoire de l'ONF, au début de l'ONF, beaucoup de réalisateurs, surtout au début, ont beaucoup travaillé avec l'ONF, ont créé des films et ont créé des belles choses. Mais il y a toute cette notion-là aussi, c'est que le milieu, les Québécois, on est des amateurs, je pense, de films. Il y a eu beaucoup de mouvements. Juste à donner l'exemple du mouvement Kino. Ça fait 25 ans que ça existe. Ouais. Ce mouvement-là, nous, les NIS, on le supporte, on est partenaires depuis 20 ans. Mais là-dedans, on a eu des gens très talentueux qui sont sortis. Mais pas juste ça. Le mouvement Kino, il est partout dans le monde en ce moment. Ouais. Puis ça vient du Québec. Et l'autre truc qui est important, c'est que sans dire qu'il n'y a pas de talent ailleurs du Québec, mais au Québec, il y a du monde talentueux, mais pas seulement au niveau des créateurs, mais aussi au niveau technique. Tu t'en parlais tantôt. Puis souvent, nous, au niveau de la mutuelle, on travaille avec des producteurs ou des directeurs, plus des directeurs de production américains. Puis les Américains, parfois, viennent au Québec juste parce qu'ils viennent chercher des talents techniques, parce que, comme je disais tantôt, on est habitué de travailler et puis faire de la qualité avec peu. On est très, très débrouillard. Puis, le dernier point, je pense qu'on a été capable aussi de s'organiser au niveau de la formation. L'INIS existe depuis 1996. Ça a été créé par l'industrie. Et je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de formation en cinéma avant, mais depuis quelques années, les universités, les cégeps ont emboîté le pas. Et que la formation est devenue très importante. Comme je disais avant, on apprenait sur le tas. Mais maintenant, on a plein de programmes. On a besoin. Et puis, le rôle de l'INIS, c'est justement de travailler avec les créateurs, puis essayer cette transmission de savoir, c'est très important. Donc, je pense que c'est les raisons. Peut-être que j'en oublie quelques-unes, mais sans oublier tout ce qui est les rendez-vous, les festivals comme Fantasia, Nuit d'Afrique, ainsi de suite. Tous ces festivals-là qui font qu'à un moment donné, on a quand même une industrie qui est assez prospère, je dirais, au niveau de la création. Et moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Samuel, c'est que le Québec s'est organisé et qu'il y a des formations et qu'il y a des mentorats, il y a des choses comme ça. Nous, on n'a pas ça. Justement, on ne peut pas s'organiser. On ne peut pas avoir accès à certaines choses. Ce qui fait que moi, par exemple, j'avais les moyens de le faire. Je suis retournée en France pour me former. Mais si je veux continuer à profiter de formation continue, il faut que j'aille ailleurs. Je ne peux pas me dire je vais faire une formation à Toronto comme ça existe pour certaines autres personnes ou certaines autres communautés, notamment communautés anglophones ou québécoises. Et la difficulté des cinéastes francophones hors Québec, c'est que, quand je disais on est partout et nulle part, enfin moi c'est un peu comme ça que je me définis, mais on ne peut pas plus tard qu'hier, durant les rendez-vous où j'ai participé à une table ronde sur les résidences d'écriture, eh bien, sur la plupart des résidences qui étaient proposées, il n'y en avait pratiquement aucune offerte ou disponible
aux francophones hors Québec. Mhm. Ce qui veut dire que je n'ai pas les moyens de me former, je n'ai pas les moyens de faire du cinéma. On attend de moi que je sois polyvalent, mais si je suis trop polyvalent, je fais que de la télé, ça veut dire que je fais pas de, je suis pas, on me donne, je peux pas démontrer que je sais faire du cinéma. Si je fais un peu avec les subventions, ben, il n'y a pas de valeur de production qui montre ce que je pourrais faire, parce que encore une fois, c'est toujours l'histoire du chat qui se mord la queue. Et nous, on est au milieu, on se retrouve à être un peu les dindons de la farce et ne pas avoir la possibilité de montrer nos véritables talents. Ouais. Mais je pourrais te dire... Ah oui, attends, je voulais juste Émilie, ajouter oui. vite fait. En fait, nous aussi, tu sais, c'est très... j'entends souvent, par exemple, qu'il y a des gens qui sont intéressés à faire la réalisation, ou des jeunes, je parle des plus jeunes, qui pour aller la formation et tout, en Ontario, qui sont des francophones, qui disent « Ah, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une industrie francophone en Ontario. » Alors ils décident toujours d'aller étudier en anglais. Puis quand ils vont étudier en anglais, ben là, ils se perdent un peu dans l'écosystème en anglais, puis nous, on n'est pas capable de les retrouver, en fait. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas de... Tu sais, on a quand même un bon pool de talents, on a quand même beaucoup de techniciens qui sont... On les entend toujours, we speak English, puis après ça, après genre comme 2 heures des parler, c'est comme... Ah, t'es aussi francophone? C'est un peu, tu sais, comme c'est l'histoire en Ontario. On se parle en français, en anglais pendant longtemps, puis après ça, on découvre les deux qu'on est deux francophones et qu'on n'a pas d'accent en anglais. Mais c'est aussi, ça, c'est la réalité, que c'est que les jeunes, beaucoup, ils vont voir pas beaucoup de possibilités à faire de la télé en français en Ontario. Donc, eux qui veulent continuer à faire le français, comme de découvrir leur art en français, ils partent pour aller au Québec. Ouais. Puis eux qui veulent rester en Ontario, ils vont en anglais. Mhm. Tu sais, fait qu'on perd beaucoup de nos artistes qui ont, tu sais, comme pour aller ce côté-là. Puis après ça devient toujours un débat de où fait quand moi je cherche des gens, c'est toujours un monteur ou n'importe qui. Je dis, tu habites où? Tu parles français, check. Tu habites où? Ouais. Québec. Ou sur l'autre Mais, côté. Fait que c'est... juste, c'est sûr que je vais avoir l'air de parler un peu pour ma paroisse, mais tu vois, nous, au niveau de l'INIS, depuis quelques années, on a fait beaucoup de projets. Là, on fait le projet avec le FRIC, mais on a déjà travaillé en Scream Manitoba. On a fait des formations à Winnipeg. Je suis même allé, moi, donner des formations à Winnipeg. On a travaillé aussi avec la PFC sur le projet Élan. Puis on a travaillé 4 ans pour justement amener des auteurs qui n'avaient pas la chance de compléter au moins une première version dialoguée de leur scénario d'un projet de long métrage. Puis je pense qu'on a 2 films qui ont été financés. Donc déjà, c'est des petits pas, mais on est en train d'avancer. En ce moment aussi, nous, on travaille avec la SODEC, on est les formateurs attitrés, on va dire, de la SODEC, du programme Créateurs émergents. Mais aussi, on est formateur pour Talent en vue. Et dans Talent en vue, nous, on encadre en ce moment 6 équipes. Et là-dedans, on en a juste 1 au Québec. 5 viennent de la francophonie. Puis là, on vient d'avoir encore 6 équipes. Puis c'est la même chose. Donc, il y a quand même certaines possibilités, mais je comprends que c'est un peu difficile, puis c'est très, très difficile. Vous êtes, comme je disais, nous, au moins, on a la chance d'être dans une province où le gouvernement est francophone, où il y a des initiatives qui permettent, mais on a aussi cette problématique-là au niveau de la relève. Beaucoup de jeunes ne savent pas c'est quoi un métier, c'est quoi le cinéma. Mais on voit qu'avec ces initiatives que vous venez de citer, Samuel, c'est que en fait, c'était un peu ça l'idée de dire, est-ce que le Québec, parce qu'il s'est bâti un écosystème beaucoup plus solide ces 20 dernières années, va permettre justement d'amener des apprentissages, des expertises vers les francophones en situation minoritaire, mais j'ai envie de dire aussi dans un esprit de réciprocité, c'est-à-dire d'apprendre les réalités des réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices franco-ontarois, franco-manitobains, donc en fait de chacune des spécificités. L'Acadie, c'est encore autre chose, ça fonctionne très fort avec des festivals, le FICFA notamment, puis il y a aussi des partenariats avec le Québec. Donc c'est mon souhait en fait, c'est un souhait que je mets ça dans l'univers, de dire
qu'on continue en fait de développer des projets comme le fait le Frick, d'apprentissage, d'expertise, de mentorat pour faire circuler des financements, faire circuler de l'expertise pour espérer développer un bassin de techniciens, d'artistes un petit peu partout au pays. Pour pas que, c'est ça, vous soyez... Bon, là, ça va prendre... C'est quoi, c'est un plan quinquennal minimum, là, mais c'est aussi de se retourner vers les bailleurs de fonds, de comprendre aussi des complémentarités de financement qui sont absolument nécessaires. Je le vois pour d'autres secteurs artistiques, que ce soit en art visuel, que ce soit en théâtre. À un moment donné, des poches de financement qu'on a au Québec doivent s'arrimer avec des poches de financement, mais s'arrimer vraiment, c'est-à-dire pas essayer de prendre un petit bout avec le CAC, un petit bout avec un autre Conseil des arts ou avec la SODEC au Québec, c'est d'être capable aussi d'avoir une vision transnationale des besoins, et là en l'occurrence du milieu audiovisuel. Est-ce que ça conclut à peu près correctement? Quand même. Ce serait bien. Est-ce que ce que je mets dans l'univers, ça fait du sens pour vous? Voilà, C'est ça. plus de support financier, puis de continuer d'avoir des accès, des formations, je pense. Mais je dirais quand même que grâce au Frick, on est là aujourd'hui. Mhm. Grâce au Frick, personnellement, je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir donner vie à ce fantasme de scénario. Et que pour le moment, c'est la plateforme qui nous permet de rayonner, la plateforme des cinéastes francophones hors Québec. Et de voir que justement, il y a ce pont, ce désir d'aller vers le Québec pour qu'ils nous prennent sous leur aile, c'est super encourageant pour la suite. C'est toujours comme on essaie, on voit, par exemple, moi, c'est comme, OK, là, j'essaie de voir aussi, de découvrir une coproduction avec le Québec, ça va être ma première. C'est toujours, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Tu sais, c'est toujours, on essaie, on regarde, mais ouais. Je pense que le futur, c'est un peu plus de collaboration entre les provinces et le Québec. Ben c'est ça, c'est des mécaniques financières, des mécaniques de collaboration. Oui. Puis moi, au niveau de l'INIS, nous, ce qui a toujours été très important, c'est le réseau. Quand tu rentres à l'INIS pour suivre un programme régulier qu'on appelle maintenant de création, c'est que qu'est-ce qui est important, c'est de travailler avec des professionnels puis créer ton réseau. Et souvent, même au niveau des étudiants, ça crée des réseaux. Donc, je pense qu'en faisant des programmes comme le Frick et là, on met un peu cette touche-là de réseau. Parce que Mario, tu rencontres Mario, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver peut-être à travailler ensemble, je le souhaite. Et puis, il faut aussi comprendre que quand nous, on fait ces programmes-là, moi, par exemple, juste parler rapidement d'Élan, j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas. Par exemple, souvent, on est en train de lire des synopsis, des choses comme ça, puis on se rend compte qu'il faut aller plus loin que juste voir, par exemple, dans un synopsis, des fautes d'orthographe. Parce que la personne qui a envoyé ce synopsis-là est peut-être dans une situation minoritaire et en danger. Qu'est-ce qu'il faut voir, c'est le potentiel de son scénario que de voir ça. Puis ça, on a essayé de comprendre parce que vous êtes dans une autre situation qui n'est pas la nôtre. Puis nous aussi, on apprend de tout ça. Puis je pense que... Puis j'étais très content d'être invité à cette balado. Voilà. Merci à vous trois, merci Émilie, merci Katia, merci Samuel. Comme c'est une nouvelle série de balados, moi j'ai envie de mettre un autre petit truc dans l'univers, c'est et si on se retrouvait dans quelques mois, quand vous aurez avancé dans vos projets, puis qu'on fasse un peu le bilan de ce qui a été, ce qu'a donné plan séquence dans chacun de vos projets. Alors peut-être que ce sera pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien.